Un café, s'il vous plaît. Un café pour la table 6. Ligne droite, Combien je vous vole? C'est beaucoup trop cher. l'addition. Bonjour Jean Messia. Bonjour. Alors, Jean Messia, je ne sais pas si vous avez un édito ou si vous souhaitez répondre directement à Sébastien Delocu. Delocu, pardon. Bah, vous êtes en dessous de la vérité en disant cela. Écoutez, moi j'avais les grands esprits se rencontrent parce que j'avais justement prévu de faire un petit éditorial sur Delogu, mais j'apprends en arrivant qu'il était de passage sur une radio concurrente il y a une quinzaine de minutes et qu'il s'est permis de m'insulter en me traitant d'ordure. Alors, il faut que vos auditeurs sachent que, pour ceux qui ne sont pas au courant, que Sébastien Delogu, député de la France Insoumise, a fait beaucoup parler de lui cette semaine dans le cadre d'une séquence à l'Assemblée nationale où on le voit péniblement lire un texte, avec un espèce de niveau de CP où il bégaye, il se reprend, il est incompréhensible. D'ailleurs, son camarade et député Aurélien Lecoq, qui est assis à côté de lui, tourne la tête dans une forme de gêne palpable et perceptible. Et évidemment, pendant quelques jours, ce député a été la risée des réseaux sociaux, puisque cette séquence a été reprise, moquée, parodiée. On a même collé dessus la célèbre séquence des Inconnus tournée ménage, avec le fameux sketch sur Ingrid. Alors, qu'en est-il? Évidemment, les députés de la France Insoumise et toute la gauche et l'extrême gauche se sont rués au secours du soldat Delogu, en accusant ses détracteurs, ses moqueurs, de faire du mépris de classe. Alors je voudrais m'arrêter un instant là-dessus. De quelle classe parle-t-il? Sébastien Delogu, en tant que député de la République, gagne environ 7 000 € par mois et il a autant de frais de représentation. Donc eux qui aiment bien calculer à chaque fois en nombre de fois le SMIC, Sébastien Delogu touche chaque mois 5 SMIC. Donc, quel est le mépris de classe vis-à-vis de quelqu'un qui fait partie du haut du panier de la société? Je ne vois pas où est le mépris de classe, honnêtement. La deuxième chose, c'est que, rappelez-vous, pendant la dernière législative, un certain nombre de députés, de candidats du Rassemblement national avaient fait parler d'eux parce qu'eux aussi étaient peu assurés dans leur verbe, faisaient montre d'une forme d'ignorance ou de non-assurance dans l'expression, et ils furent moqués par toute la gauche et l'extrême gauche, accusés d'analphabétisme, d'illettrisme, etc. Donc à ce moment-là, il était où leur souci pour le mépris de classe, la gauche et l'extrême gauche? C'est vrai qu'ils ont rebadigeonné toutes ces personnes sous des tombereaux de vocables d'extrême droite, de fascistes, etc., ce qui évidemment leur donnait une forme de légitimité ex post à les railler, à les moquer et à fouler aux pieds leur dignité. Troisième élément, on se rappelle que lorsque Mathilde Panot avait été convoquée par la police, Jean-Luc Mélenchon avait traité les flics d'analphabètes. Oui. Donc il était où à ce moment-là? Il était où à ce moment-là le souci de mépris de non-mépris de classe de Jean-Luc Mélenchon? Donc on voit bien, si vous voulez, que il y a quand même dans cette société deux poids, deux mesures. C'est-à-dire qu'en fait, le fait d'être pauvre, le fait d'être analphabète, le fait d'être immigré, ça ne vaut que si vous êtes de gauche. Ce sont des qualités qui doivent immédiatement et consubstantiellement être attachées à une qualité de gauche. Si vous êtes immigré et de droite, si vous faites partie du peuple d'en bas et de droite, ou si vous êtes pauvre et de droite, ça ne tient plus. Là, c'est open bar au mépris de classe. Vous comprenez? Donc, si vous voulez, dans cette séquence de Delogu, il n'y a pas eu de mépris de classe, pas plus que les autres moqueries, notamment, je vous rappelle également, vous savez, en 2017, tous ces députés macronistes avec l'inénarrable Hervé Berville, qui s'était retrouvé face à Bourdin et qui avait dit qu'il n'avait pas de prime de Noël parce qu'il ne connaissait pas ce dispositif. Là, c'est pareil, il avait été raillé, moqué, etc. Bon, donc là, il n'y a pas, si vous voulez, dans le cas de Delogu, il n'y a pas de mépris de classe. Il y a sans doute un mépris du dernier de la classe. Mais qu'est-ce que ça vient dire? Ça vient dire que Sébastien Delogu, comme dirait Mélenchon, est le représentant de la Nouvelle-France. C'est-à-dire, il est représentant d'un territoire
remplacés, défrancisés, qui parlent comme ceux qui l'ont élu d'une certaine façon. C'est-à-dire des gens qui finalement n'ont qu'un lointain rapport avec la France et que ça ne gêne pas. Autrefois, la gauche était méritocratique. Elle mettait en scène des gens qui représentaient le peuple, mais avec des talents, des compétences pour le représenter, tout en ayant le souci du peuple. Aujourd'hui, on n'a plus le souci du peuple, on a le souci du peuple islamo-gauchiste, pour la France insoumise et pour la France de gauche. Donc, c'est la nouvelle France de Jean-Luc Mélenchon, et je dirais que c'est dommage, parce qu'autrefois, les députés de gauche nous apportaient à l'Assemblée avec des tirades, avec des effets de manche, avec une rhétorique et une manière de parler qui donnait un supplément d'âme, d'une certaine façon. Avec le député de Logu, on se prend un supplément d'âne. C'est joliment dit. Voilà. Bon, écoutez, ça vaut un édito. Merci beaucoup, Jean Messia. L'addition. Alors, vous le disiez tout à l'heure, effectivement, Sébastien Delogu vous a adressé une insulte, pour le dire clairement, sur une autre antenne. Qu'est-ce que vous voudriez lui répondre poliment à notre antenne ? Je voudrais lui répondre qu'en tant que député de la Nation, ne pas savoir qu'injurier publiquement une personne, et encore plus une personnalité publique, est condamnable légalement. Donc je me réserve le droit de porter plainte contre Sébastien Delogu, et j'ai déjà porté plainte contre un certain nombre de ses collègues pour tout un tas de choses, pour de la diffamation, pour des injures. Mais les députés de la France insoumise, un certain nombre d'entre eux, sont des députés racailles. C'est-à-dire qu'ils utilisent les codes de leur propre électorat. Voilà, donc ils n'ont pas peur, effectivement, des outrances verbales, des injures, des diffamations, des calomnies. On se demande comment un député qui vote la loi est capable, dans le même mouvement, de fouler la loi aux pieds. Voilà, mais ça, vous savez, c'est Sébastien Delogu, encore une fois, il fait partie de ces députés qui croient caresser leur électorat dans le sens du poil, qui croient faire peuple en étant veules et vulgaires. Ce qui donne quand même une idée de ce que pensent ces gens-là du peuple et des gens pauvres. C'est comme si vous voulez, pour eux, le peuple était veule, que la pauvreté était forcément délinquante. Donc ces gens-là ne servent pas le peuple, ils ne servent pas les couches populaires, ils les insultent, ils les injurient, ils les humilient quotidiennement en pensant, avec leur propre comportement, les refléter. Je suis désolé, moi je connais plein de gens qui roulent pas sur l'or, mais qui n'insultent pas, qui ne volent pas, qui ne vandalisent pas, voilà. Mais dans l'esprit de la France insoumise, les gens qui sont pas de la haute sont forcément des gens qui sont hors la loi, donc ils se mettent eux-mêmes en quelque sorte hors la loi pour leur complaire et leur plaire, ce qui est vraiment scandaleux. Alors, de fait, on a beaucoup ri de cette séquence qui a été relayée par nos confrères de LCP. Au-delà de l'humour, en fait, de tout ce que ça a suscité, des moqueries, des railleries, est-ce qu'il ne faut pas s'inquiéter quand même de ce que devient l'Assemblée nationale qui jadis, il y a quelques années, encore fut une espèce de d'écrin de savoir, avec le verbe haut, avec des joutes verbales qu'on aimait écouter. Aujourd'hui, on est loin de tout ça quand même. Vous savez, l'Assemblée nationale, c'est la caisse de résonance des territoires qu'elle est censée représenter, des circonscriptions. Et vous avez effectivement, dans beaucoup d'endroits et de zones en France, qui sont devenues des zones de non-France. Voilà, et Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, en a tiré la leçon en 2017, puisque, rappelez-vous, en 2017, il manquait à Jean-Luc Mélenchon 600 000 voix. Oui. Et il voyait que la quasi-totalité, pour ne pas dire la totalité des députés qu'il a eus en 2017, étaient élus sur des territoires qui n'étaient plus français. Oui. Et donc, effectivement, Jean-Luc Mélenchon table sur ce qu'il appelle cette nouvelle France, c'est-à-dire la France remplacée et islamisée, pour gagner la prochaine élection. Donc, vous allez retrouver à l'Assemblée nationale des représentants de ces territoires-là qui, émanation de ces territoires, leur ressemblent. Donc nous ne sommes plus, encore une fois, dans une optique méritocratique. Nous ne sommes plus dans la gauche qui croit en l'élévation sociale par l'instruction, qui croit dans l'assimilation par le savoir. Nous sommes dans une gauche
qui est une gauche complaisante à l'égard du remplacement, qui est une gauche complaisante à l'égard de l'islamisation, qui est une gauche qui ne cesse de brailler et de bêler que le niveau monte, quand tout montre que le niveau ne monte pas. Bien au contraire, que le niveau s'effondre, et l'effondrement de ce niveau est caricaturalement démontré par le député de Logu. Oui, Lisa Dutreuil. Non, mais la réaction de la gauche est assez peu surprenante finalement, puisqu'ils en appellent une fois de plus à notre bienveillance, à notre amour du prochain, en expliquant mais non, regardez, ce sont les classes populaires. Alors finalement, on est pris par une sorte de sentiment, on se dit mais oui, on peut pas se moquer de ces pauvres gens. Et une fois de plus, mais c'est ce qu'on disait déjà hier, ils ont très bien joué en nous faisant confondre deux classes sociales, en l'occurrence la vraie classe populaire avec la classe immigrée, la classe des quartiers, la classe des racailles. Et en fait, ils essaient de nous... Là où on pourrait avoir un sentiment bienveillant à l'égard, effectivement, de personnes qui sont assez oubliées de notre système, eh bien, on doit l'avoir vis-à-vis de ceux qui, au contraire, à qui on donne tout, alors qu'eux ne donnent rien et ne font aucun effort. Donc, c'est très bien joué de leur part, mais on va essayer de redresser la barre et puis de faire en sorte qu'il y ait plus cet amalgame entre deux classes qui n'ont rien à voir. Ça, on va le faire avec vous, Jean Messia. C'est-à-dire, si vous voulez, si je peux me permettre une incise, le problème que n'a pas compris en fait la France insoumise, c'est que ils veulent effectivement être les candidats de la nouvelle France. C'est l'expression de Jean-Luc Mélenchon, c'est de cette France créolisée, remplacée, islamisée. Fort bien. Sauf que une fois que tous ces Français naturalisés ou devenus Français par la magie du droit du sol seront majoritaires, ils voudront des représentants qui leur ressemblent. Et vous avez d'ores et déjà dans un certain nombre de villes de Seine-Saint-Denis où les conseils municipaux, y compris le maire, sont déjà à l'image de ces nouvelles populations qui sont sur le territoire. Donc je ne vois pas pourquoi, lorsque la France sera totalement remplacée et totalement islamisée, pourquoi ils voudront conserver un Jean-Luc Mélenchon, un Sébastien Delogu, une Mathilde Panot. Ils voudront un Mohamed, un Youssoufa et une Khadija. Puisque ça sera à ce moment-là des gens qui les représentent vraiment. Donc en fait, ce que ne sait pas la France insoumise, c'est que sa politique, qui peut être, rentable électoralement à court terme, ils sont en train de se suicider eux-mêmes à long terme. Moi, j'apporterai une nuance pour compléter sur les classes sociales. Il y a l'aspect de l'origine culturelle qui est vraiment important. J'invite nos auditeurs à regarder les travaux de Hugues Lagrange, un sociologue qui a écrit Le déni des cultures. Il y explique que lorsque l'on tient compte des différences de milieu social, les écarts liés à l'origine culturelle ne disparaissent pas. C'est-à-dire que c'est pas seulement, c'est peut-être une donnée, mais c'est pas seulement parce qu'ils sont souvent issus de parents ouvriers, chômeurs ou inactifs que les adolescents de migration notamment africaine sont plus souvent impliqués dans des actes de délinquance et dans des taux de réussite moins basses à l'école. Ils expliquent que c'est intrinsèque à leur origine culturelle. C'est vraiment ce sociologue qui dit ça, que les adolescents éduqués notamment dans des familles du Sahel sont 3 à 4 fois plus souvent impliqués dans des crimes et délits, dans la délinquance, que les non-immigrés, et que c'est vraiment lié aussi à une origine. C'est vraiment pour compléter ce qu'on dit. Je trouve ça intéressant comme étude. Oui, le déni des cultures, ça s'appelle. C'est tout à fait vrai, mais pour une raison très simple, c'est qu'en fait, les immigrations, si vous voulez, africaines et moyen-orientales, je suis bien placé pour les connaître puisque j'en suis moi-même issu, à la base, ce sont des immigrations qui sont corsetées dans des sociétés très patriarcales et très autoritaires, hein, où justement leur exubérance et leur activisme est canalisé par une structure sociale extrêmement pyramidale, que ce soit à l'intérieur des familles patriarcales ou que ce soit à l'intérieur des sociétés, tant et si bien que ça file droit. Quand vous êtes au Maroc ou en Algérie, essayez juste de lever un sourcil de travers sur un flic, vous allez voir ce qui va vous arriver. Et je ne vous parle même pas de ce qui peut arriver si vous levez un sourcil de travers face à votre père ou face à votre oncle. En France, ils arrivent donc avec la même exubérance, la même énergie, le même activisme, sauf que on est dans une société anomique où il n'y a pas de règles, où une société qui a tué le père depuis déjà des décennies et où il n'y a plus aucune barrière et aucune frontière et aucune limite. Et on va même jusqu'à si un gamin estime que son père, parce qu'il avait levé la voix sur lui, a commis une violence
familiale, il a même un numéro vert pour dénoncer son père. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, ce sont des immigrations qui viennent avec des structures et comment dirais-je, et une culture qui est normalement corsetée par une société, et ils arrivent dans une société qui n'a plus aucun corset, aucune limite et aucune barrière. Donc évidemment que ça explose de tous les côtés. Alors justement, première devinette, Jean Messia, une phrase qui correspond un petit peu à tout ce qu'on vient d'évoquer et qui a été tenue par un homme politique que vous connaissez assez bien. Si on ne propose pas aux jeunes de nos banlieues nos drames, nos larmes et nos grandeurs, alors ils iront vers d'autres larmes et d'autres gloires. De qui s'agit-il? Comment? Non. Ouais, j'aurais dit Philippe de Villiers. Philippe de Villiers. C'était Philippe, Eh oui, c'était pas loin. grand Philippe de Villiers. Voilà, que nous saluons naturellement. C'est sûr, hein, c'est juste... quand, vous savez, la nature a horreur du vide. Et vous ne pouvez pas proposer à des personnes et à des gens, surtout issus de cultures extrêmement et d'identités extrêmement prégnantes, vous ne pouvez pas leur opposer un rien. Vous ne pouvez pas leur opposer le vide. Vous ne pouvez pas leur opposer un désert identitaire. Parce que si vous leur proposez un désert identitaire, la nature ayant horreur du vide, il va y avoir un effet rebond vers leur culture d'origine de manière plus exacerbée. D'ailleurs, moi, je m'étonne parce que je connais, par exemple, ici, un certain nombre de personnes issues du Moyen-Orient qui vivent de manière plus orientale et plus proche orientale en France que leurs familles qui sont dans leur pays d'origine, qui, eux, se sont émancipés, etc. Oui. Parce qu'ils croient protéger quelque chose du vide. Donc, ils se recluent et ils se radicalisent, en quelque sorte, dans le bon sens du terme, sur leur culture et sur leur identité d'origine, Oui, c'est évidemment. logique. Et ce qui pose la question de la laïcité aussi. Ce qui pose la question... la laïcité, vous savez, elle a un double sens. La gauche considère la laïcité comme un énième bélier avec lequel elle va détruire les derniers vestiges de nos racines chrétiennes et notre identité chrétienne. Donc la laïcité, elle sert, par exemple, pour la gauche, pour interdire les crèches de Noël, pour interdire le sapin de Noël et pour interdire toute espèce de manifestation, les statues sur les ronds-points de Saint-Michel, etc. Ça, c'est la laïcité vue par la gauche. Ce qui arrange bien, finalement, l'islam politique, qui, trop content d'avoir ce bélier qui dévaste tout, lui arrive confortablement derrière, dans le sillage de la gauche et de l'extrême gauche. Alors que pour les identitaires, comme moi, la laïcité est au contraire un bouclier qui devrait non seulement protéger nos racines chrétiennes, parce qu'il y a quand même un privilège du préalable. Genre, la France n'est pas née hier, donc il y a un privilège de préalable par rapport à la culture et aux racines chrétiennes qui étaient là préalablement à toute autre culture et toute autre racine. Et par contre, la laïcité, c'est un bouclier qui permet de protéger la France contre les irrédentismes alter-identitaires, les suprémacismes alter-identitaires et religieux qui viendraient contester ou qui viendraient essayer de détruire nos racines, notre histoire, notre culture, notre identité, etc. Le Rigaudier. J'aimerais revenir, Jean Messia, sur la stratégie racialiste que vous dénonciez de la France insoumise au travers d'une interview de François Ruffin, qui est assez lunaire et qui a dévoilé une campagne au faciès pour certaines présidentielles ou législatives, avec cette citation que vous avez vous-même mis en valeur sur les réseaux sociaux. Dès qu'on voyait des Noirs et des Arabes, on sortait le tract avec Mélenchon et ça se passait très bien. Quand c'était des Blancs, par contre, c'était beaucoup plus compliqué. Les masques tombent finalement pour la France insoumise, j'imagine. Les masques tombent, et j'ai envie de vous dire, imaginez un seul instant qu'un député du camp national avait dit, dès qu'on était en contact des Blancs, on sortait un tract avec Éric Zemmour ou Marine Le Pen ou Jordan Bardella, et quand c'était des Noirs et des Arabes, ça se passait nettement moins bien. Je pense que toutes les matinales des radios se seraient ouvertes sur le nécessaire sursaut de la République face au retour de la bête immonde, et ils auraient tous chanté en boucle le chant des partisans. Là, il n'y a rien. Ça passe. Parce que c'est une espèce en fait, c'est une approche, non pas racialiste, c'est une approche raciste. Et il faut dire que les députés insoumis se jettent tous sur François Ruffin pour dénoncer justement ses propos et son hypocrisie. C'est-à-dire, vous connaissez la célèbre phrase, quand le message vous déplaît, attaquez le messager. Oui. Donc là, ils sont haro sur Ruffin, parce que Ruffin, qu'est-ce qu'il dit au fond? Il ne fait qu'énoncer un fait. C'est factuel ce qu'il dit. Quand il dit que en fonction de l'origine ou de la race ou de la couleur de peau, on fait une campagne qui est un peu adaptée, excusez-moi, ça s'appelle du racisme.
on ne peut pas d'un côté dire, parce que c'est aussi le grand leitmotiv de la France insoumise, nous sommes universalistes, nous prônons l'unité indivisible du peuple français. Ben, elle est où là, l'unité indivisible là ? Vous sectionnez, vous segmentez le peuple français en fonction de sa couleur de peau, vous faites des campagnes différenciées en fonction de ceux qui sont noirs, de ceux qui sont arabes, de ceux qui sont blancs, de ceux qui sont rouges, et vous voulez nous parler d'unité, de nation unie et indivisible ? Vous êtes des hypocrites et des racistes. Jean Messia, je voudrais vous faire réagir à une phrase prononcée par Emmanuel Macron hier devant le Conseil d'État. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Il faut toujours prendre en compte le suffrage des Français. C'est ce qu'il a dit dans un contexte quand même un petit peu particulier avec cette nomination de Michel Barnier, avec cette constitution d'un nouveau gouvernement qui ne correspondra pas vraiment au dernier suffrage. En tout cas, voilà, si c'est une majorité LR ou macroniste dans ce gouvernement, il y a un petit problème de démocratie, visiblement. Votre réaction là-dessus ? Écoutez, en fait, cette apparente la palissade, elle est riche de sous-entendus. Qu'est-ce qui s'est passé lors de la dernière séquence électorale ? On a en fait une succession de poker menteurs, au pluriel. C'est-à-dire que le Rassemblement national arrive en tête avec ses alliés, avec 11 millions de voix. Donc le suffrage populaire, d'accord, dit que c'est la France, elle est majoritairement à droite et même très à droite. Bon. À partir de cette réalité électorale, la France insoumise, qui nous les brise menus, à chaque fois avec la démocratie directe, laisser le peuple s'exprimer de manière directe, la démocratie représentative, c'est une arnaque. Il faut que les gens puissent s'exprimer en direct dans des grandes agoras, etc. Bon, là, évidemment, la réalité électorale ne leur plaît pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils trahissent leurs propres électeurs en faisant alliance avec Macron. Les députés macronistes trahissent leurs électeurs en faisant alliance de fait dans le cadre de l'autoproclamé Front républicain, qui n'a de républicain que le nom, parce qu'en réalité il est anti-républicain, puisqu'il vise ni plus ni moins qu'à neutraliser la volonté populaire. Donc c'est un front anti-républicain. Et donc, la France insoumise s'assoit sur le vote des Français, elle est minoritaire, elle s'acoquine avec les macronistes qui sont pourtant leur ennemi juré. Une fois que grâce à ces calculs et ces arnaques et ces escroqueries électorales, le NPF arrive à caser le maximum de députés, faisant de lui pas le premier groupe de l'Assemblée nationale, il vient beugler au vol de l'élection en disant « Nous sommes le premier groupe, nous avons le droit d'avoir un gouvernement qui nous ressemble. » Mais le problème, c'est que le gouvernement que vous voulez qu'il vous ressemble, vous-même, vous ne ressemblez pas au peuple français. Donc, comment vous pouvez exiger d'une assemblée qu'elle représente ce que vous-même, vous ne représentez pas ? C'est un truc de fou. Oui. D'accord ? Et donc, les macronistes, c'est pareil. Les macronistes qui juraient leur grand Dieu pendant la première partie de la législature, pendant toute cette période, que les insoumis c'était leur ennemi juré, qu'ils n'étaient pas là pour faire avancer, qu'ils bloquaient l'Assemblée, qu'ils jouaient avec les institutions, etc., sans vergogne, font des ésistements pour faire élire des députés de la France insoumise. Et donc aujourd'hui, effectivement, nous avons une conspiration des mensonges pour neutraliser la volonté électorale française. Donc, le Macron est en train d'essayer de jouer finement, parce que lui-même a participé à cette escroquerie. Il est en train d'essayer de composer un gouvernement qui soit le en même temps. C'est-à-dire en même temps respecter les mensonges et les escroqueries électorales, et en même temps essayer de respecter un tant soit peu la majorité électorale des Français. Mais est-ce qu'il est destiné à durer, ce gouvernement, Jean Messia ? Écoutez, il durera ce que durent les cerises, puisque de toute façon, nous avons à une Assemblée nationale morcelée. Il n'y a pas de majorité ni absolue ni relative. Voilà, donc je pense que le gouvernement Barnier, c'est aussi un piège que tend Macron au Rassemblement national. Parce qu'on dit, oui, c'est le Rassemblement national qui est le maître des horloges, c'est lui qui a, en gros, imposé Barnier. Mais il ne faut pas oublier que si Barnier arrive et qui commence à, appliquer de près ou de loin un certain nombre de mesures phares du Rassemblement national, et on se souvient du célèbre discours à la primaire
de Barnier sur l'immigration, le moratoire sur l'immigration, le moratoire sur le regroupement familial, etc., s'il commence à mettre ça en place, il va y avoir le même mécanisme que celui qui avait joué pour Sarkozy en 2007. C'est-à-dire qu'en fait, il va appliquer ce que le Rassemblement national appelle de ses voeux et ce pourquoi ses électeurs votent. Et donc, il risque effectivement de dégonfler, s'il y arrive, parce que rien n'est garanti, mais si Barnier arrive à appliquer en tout cas son dernier programme, parce qu'il en a eu plusieurs, vous savez, ces gens-là évoluent en fonction du vent. Et en fait, pour reprendre une formule, on ne sait pas de quoi Michel Barnier est incapable pour l'instant. Parce qu'il a tout dit et son contraire, notamment sur l'Europe, sur la souveraineté nationale, sur l'identité, etc. Donc, effectivement, le gouvernement Barnier, pour l'instant, si on s'en tient à ses dernières déclarations, peut être un piège savamment mis en place par Emmanuel Macron, dont le souhait initial était justement de faire arriver le Rassemblement national au poste de Premier ministre en lui donnant une majorité absolue, mais ce plan, comme vous le savez, a été contrecarré par Gabriel Attal, qui lui a poussé vers le Front républicain, empêchant le Rassemblement national d'avoir un groupe majoritaire et donc un gouvernement RN. Et donc, il se trouve dans cette panade à cause de ça. Oui, moi je voulais rebondir là-dessus sur justement une mesure phare, non pas du Rassemblement national, mais de Reconquête, ce ministère de l'immigration. Vous parliez de remigration, mais c'est à peu près la même chose. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pensez que ça va être comme Sarkozy, c'est-à-dire un échec et donc décrédibiliser évidemment la droite et puis même ne pas aider la France sur ces questions migratoires, ou alors au contraire c'est une très bonne nouvelle et il faut s'engager dans la brèche ? Vous savez, il ne faut pas promettre aux Français des choses qu'on ne peut pas tenir. On sait très bien, et d'ailleurs les élites françaises, les élites dirigeantes françaises se sont cachées derrière ça pendant des années, à savoir le droit européen et le droit international. Aujourd'hui, pourquoi on vire très difficilement des clandestins, des immigrés clandestins, avec les relations même multirécidivistes, etc. C'est parce que vous avez signé des protocoles de la Convention européenne des droits de l'homme, vous avez signé des protocoles internationaux sur les droits de l'enfant, les mineurs isolés, etc., etc., qui vous lient pieds et poings, vous empêchant d'avoir une politique migratoire digne de ce nom. Donc de deux choses l'une, si on dit pour se mettre en condition et en capacité d'avoir une politique migratoire crédible et efficace, nous allons mettre en place une sorte de bouclier constitutionnel pour faire prévaloir le droit national de l'immigration sur le droit européen. C'est ce que disait Barnier en 2021. C'est ce que disait Barnier, mais encore faut-il le faire. Est-ce qu'il aura le courage, par exemple, de pousser à la renégociation de la CEDH ? Et si nos partenaires européens et si les membres de la CEDH sont contre, est-ce qu'il aura le courage de sortir de la CEDH ? Est-ce qu'il aura le pouvoir de négocier une clause d'opting out, c'est-à-dire de sauvegarde par rapport à un certain nombre de sujets migratoires régaliens ? Là est toute la question, parce que vous savez, tant que tout ça n'est pas mis sur la table et n'est pas clarifié, ça reste des moulinets. On passe à la deuxième petite devinette. Alors là, on vient d'en parler de la personne qui a dit cette phrase en 2021 aussi. Je ne crois pas que l'époque ait besoin d'hommes ou de femmes providentielles. C'est plutôt amusant de citer cette phrase aujourd'hui. C'est Michel Barnier qui a dit ça en 2021. Il était très lucide Plutôt. sur lui-même. Alors, vous croyez que Michel Barnier est un homme présidentiel, vous ? Ah non, pas du tout. Bon, donc il faut saluer sa lucidité. Bien sûr. Une autre rentrée politique et annonce surtout d'Édouard Philippe. Il nous reste très peu de temps, il nous reste 2 minutes, Jean Messia. Ni Thatcher, ni Macron. Il veut incarner une rupture, Édouard Philippe. Que ne l'a-t-il incarné pendant les 5 années où il était Premier ministre ? Mais c'est crédible, non, pour vous non évidemment, mais ça aujourd'hui. Non mais vous savez, ces mots ne veulent plus rien dire. Ils sont éculés, galvaudés. On a parlé de rupture, on a parlé de révolution. Rappelez-vous, Emmanuel Macron avait quand même été élu sur l'idée d'une révolution. C'était le titre de son bouquin. Oui. Qu'en est-il, à part la perpétuation de toutes les rentes qui gouvernent la France depuis 45 ans, nous n'avons eu droit à rien. Voilà, donc si vous voulez, moi aujourd'hui les Français n'y croient plus, ils ont raison parce qu'ils ont été tellement bafoués, tellement escroqués, tellement roulés dans la farine avec des promesses, des mots grandiloquents qui se sont terminés dans la totalité des cas en nageoire postérieure de poisson, que maintenant ils veulent voir. Et je pense que c'est ni avec Michel Barnier, ni encore moins avec Édouard Philippe qui verront.
Bon, et bien la semaine prochaine, Jean Messia, on commentera avec vous ce nouveau gouvernement nommé par Michel Barnier. Merci beaucoup pour cette addition. Merci à tous ceux qui sont autour de cette table.